Ce que nous mangeons ne concerne pas seulement la faim, c'est aussi une question d'histoire. Une famille traverse des continents avec une boîte de recettes et un sens obstiné du goût. Un chef dévoile les coulisses d'une cuisine impitoyable. Et un grain de sel devient la clé pour comprendre l'ascension et la chute des empires. Dans cet épisode, nous explorons comment la nourriture nous relie et nous divise, et les forces invisibles qui façonnent ce qui se retrouve dans nos assiettes. Bienvenue à Gateway Books par Kristance, où nous explorons l'espace entre l'histoire et le récit et les questions profondes qui en émergent. Je suis votre hôte Cindy Cruz, et dans cet épisode, nous nous concentrons sur quelque chose que nous prenons souvent pour acquis, la nourriture. Pas seulement ce que nous mangeons, mais comment le goût est façonné, par la culture, par la classe sociale, par la colonisation, par la mémoire. À travers les 3 livres d'aujourd'hui, nous suivons le voyage des saveurs, à travers les frontières, à travers les générations, et à travers les lignes invisibles entre la survie et la joie. Nous commençons avec Le voyage de 100 pas de Richard Moret, un roman qui oscille entre fable et réalisme. La passion d'un jeune garçon pour la cuisine le mène d'une cuisine en Inde aux marches glacées d'un village français imprégné de traditions culinaires. C'est une histoire de réinvention, de résistance et du pouvoir silencieux de la migration à travers le langage des épices. Ensuite, nous passons à Kitchen Confidential d'Anthony Bourdain, un mémoire qui enlève le vernis de l'assiette et nous emmène dans les coulisses du chaos, de l'obsession et de l'honnêteté brutale de la vie en restaurant. Avec Bourdain comme guide, la nourriture devient moins une question de confort et plus une question de courage, le risque et le rythme derrière le plat. Et enfin, nous prenons encore plus de recul avec Sel, une histoire du monde de Mark Kurlansky, un voyage non fictionnel fascinant qui retrace le rôle du sel dans la formation des empires, des économies et de tout le système alimentaire. Avant la cuisine, avant les chefs, il y avait la conservation, il y avait la survie, il y avait le sel. Ensemble, ces livres nous montrent que le goût n'est jamais seulement une question de plaisir. C'est une question d'héritage, de travail, d'identité. Et si ce genre de réflexion vous parle, si vous aimez les histoires qui creusent profondément et restent avec vous, je vous invite à explorer davantage sur kristance.com. Vous y trouverez des articles réfléchis, des outils littéraires et des moyens de prolonger ces histoires au-delà des pages. Maintenant, commençons. À première vue, le voyage de 100 pas ressemble à une histoire de cuisine. Un garçon grandit au-dessus d'un restaurant à Mumbai, apprend à cuisiner dans le chaos d'une cuisine familiale, et il est finalement propulsé dans le monde raffiné de la haute cuisine française. Il y a des marchés, des vendeurs ambulants, le crépitement de l'huile et l'éclat du beurre clarifié. Mais au-delà des saveurs et des couleurs, c'est une histoire de frontières et de ce que cela signifie de les franchir. Le voyage commence avec Hassan Haji, dont la jeunesse est marquée par une abondance sensorielle et une unité familiale. Son grand-père dirigeait un restaurant autrefois glorieux à Bombay, et son père a perpétué la passion culinaire de la famille, non pas avec raffinement ou pédigré, mais avec courage et enthousiasme. La nourriture dans ce monde initial est synonyme de communauté. C'est de l'improvisation, c'est bruyant, parfumé et partagé. Lorsqu'une tragédie frappe, un acte de violence lié à des troubles sectaires, la famille Haji est contrainte de quitter l'Inde. Leur chemin les mène à travers Londres et les conduit finalement dans un village tranquille des Alpes françaises. Là, dans un bâtiment en pierre en face d'un restaurant français étoilé au Michelin, ils ouvrent une nouvelle cuisine, audacieuse, inconnue et résolument indienne. C'est ici que commence le voyage de 100 pas. Non pas la distance physique entre les 2 bâtiments, mais la vaste distance culturelle, émotionnelle et idéologique qui les sépare. D'un côté, Madame Mallory, perfectionniste et traditionnaliste avec des décennies de discipline culinaire derrière elle. De l'autre, la famille Haji apportant épices et spontanéité dans une ville peu habituée à l'un ou l'autre. Au cœur du roman, il ne s'agit pas seulement d'une rivalité, mais d'une sorte de guerre froide culinaire. Madame Mallory est horrifiée par l'arrivée de la famille Haji et de leur restaurant. Pour elle, ce sont des intrus, trop bruyants, trop colorés, trop grossiers. Sa cuisine est définie par la précision, l'héritage et la tradition française. La leur est une explosion d'épices et d'instincts sans allégeance au code Escoffier. Le choc est immédiat et profondément symbolique. Il ne s'agit pas seulement de concurrence, mais de légitimité culturelle. Madame Mallory se voit comme la gardienne du patrimoine culinaire et la famille Haji, avec leur cumin et cardamome, leurs enseignes colorées
et leur bande sonore Bollywood menacent la sainteté de son domaine. Sa résistance est brutale. Elle les dénonce aux autorités, interfère avec leurs permis et, dans un acte particulièrement cruel, sabote même le restaurant. La communauté aussi est mal à l'aise. Le racisme couvre juste sous la surface. Le malaise de la ville envers la famille Hadji ne concerne pas seulement la nourriture. Il s'agit de la différence, de qui appartient et de qui n'appartient pas. Mais c'est ici que l'histoire commence à dépasser la caricature. Car Madame Mallory, malgré toute sa rigidité, n'est pas totalement insensible au talent. Elle commence à remarquer Hassan, non seulement comme un rival, mais comme quelqu'un avec un palais intuitif, un sens raffiné de l'équilibre et le potentiel d'être extraordinaire. Et Hassan, de son côté, voit au-delà de la froideur de Madame Mallory. Il reconnaît la puissance de sa formation et la profondeur de sa discipline, et malgré son hostilité, il veut apprendre. Ce qui se déroule n'est pas une simple réconciliation, mais une évolution lente et progressive, à la fois des personnages et de la cuisine. C'est ici que le roman commence à poser des questions plus profondes. Tradition et innovation peuvent-elles coexister? L'identité peut-elle survivre à l'assimilation? Et que signifie maîtriser un art enraciné dans la culture d'autrui? À mesure que la tension s'apaise, quelque chose de plus délicat commence à se déployer. Non pas une simple fusion, mais un rééquilibrage. Hassan quitte le restaurant familial et devient apprenti sous la tutelle de Madame Mallory, entrant dans un monde de rigueur et de raffinement. Ses couteaux sont aiguisés, ses instincts affinés. Il apprend à julienner avec précision, à dresser avec retenue, à parler le langage de la haute cuisine française. Mais même s'il maîtrise ce nouveau monde, il n'oublie pas le sien. La coriandre, le ghee, les couches de masala mijotées lentement. Ils restent avec lui, non pas comme des curiosités, mais comme des fondations. Ce n'est pas une assimilation au sens habituel du terme. Hassan ne renonce pas à une identité pour en revendiquer une autre. Au contraire, il s'élargit. Sa cuisine devient un dialogue, française par la forme, indienne par l'âme. Son histoire résiste à la dichotomie est contre-ouest et se situe plutôt dans un espace de tension créative où la saveur devient une sorte de diplomatie. Et c'est cette partie qui rend The 100-Foot Journey si captivant, bien que subtil, dans son exploration du pouvoir culturel. Ce n'est pas seulement une histoire réconfortante sur l'apprentissage de la cohabitation, c'est une réflexion sur la manière dont la culture est transmise, modifiée et parfois revendiquée. Même le titre du roman invite à cette réflexion. Le voyage n'est pas seulement celui de Hassan, c'est la distance entre les perspectives, entre l'authenticité et l'adaptation, entre la tradition et l'invention. Il convient de noter que le voyage de 100 pas ne s'inscrit pas parfaitement dans la catégorie de la fiction historique. La chronologie est vaguement contemporaine et bien que les événements mondiaux forment l'arrière-plan, ils ne sont pas une force motrice. Mais ce qu'il offre, avec des détails riches et nuancés, c'est un portrait de la migration, de l'échange culturel et des longues répercussions des héritages coloniaux. En ce sens, il ouvre la porte à des histoires réelles, même s'il ne cherche pas à les reconstituer. Et il le fait avec chaleur, richesse sensorielle et juste assez de mordant pour laisser une impression durable. Avant de devenir une icône mondiale, avant les émissions de voyage, les voix off, le mythe, Anthony Bourdain était un cuisinier de ligne avec une rancune et une histoire à raconter. Kitchen Confidential, publié en 2000, n'était pas censé lancer une carrière. C'était incisif, audacieux et sans filtre, en partie confession, en partie exposé et en partie lettre d'amour à un monde que la plupart des lecteurs n'avaient jamais vraiment vu. Ce qu'il offrait n'était pas seulement des potins culinaires, c'était de l'anthropologie culturelle, mêlée de vulgarité, de fanfaronnade et d'une honnêteté brutale. Il écrivait sur les cuisines de restaurants non pas comme des espaces sacrés de l'art, mais comme des champs de bataille chaotiques où les non-raffinés, les non-éduqués et les non-filtrés vivaient de cigarettes, de speed et d'adrénaline. Pour Bourdain, être cuisinier n'était pas juste un métier, c'était une vocation, et c'était la guerre. Ses écrits dévoilaient chaque image immaculée que le monde de la gastronomie avait tenté de cultiver. Vous pouviez entrer dans une salle à manger aux nappes blanches et voir de l'élégance et du calme, mais derrière les portes battantes, des couteaux aiguisés, des cris, de la sueur, des brûlures, des blagues en 5 langues et une brutalité que jamais aucun menu ne montrait. Bourdain vous disait quand ne pas commander de poisson. Il expliquait pourquoi le brunch était souvent l'endroit où les vieux ingrédients allaient mourir. Il offrait des avertissements sur la propreté des cuisines et la hiérarchie du respect parmi les cuisiniers. Mais plus que cela,
Il présentait les personnes que la plupart des mangeurs ne remarquaient jamais, celles qui coupaient des oignons jusqu'à en avoir les doigts en sang, qui nettoyaient les pièges à graisse à 2 heures du matin, qui prenaient un tour sur une table de préparation d'un petit boulot mal payé à un autre. Ce qui a fait de Kitchen Confidential un tel phénomène, ce n'était pas seulement son honnêteté brutale. C'était le fait que Bourdin refusait de romantiser son monde tout en lui montrant une profonde affection. Il n'y avait pas de vernis poli, pas de fantasme de chef célèbre. Il écrivait sur les restaurants comme un soldat aguerri pourrait écrire sur la guerre, avec un humour noir, une loyauté profonde et la pleine conscience de ce qu'il en coûte pour survivre dans cet espace. Et pourtant, malgré la rudesse, il y a de la révérence dans sa voix, non pas pour le faux glamour de l'industrie, mais pour les personnes qui rendaient l'impossible possible chaque nuit. Le plongeur sans papier travaillant 2 emplois, le commis de cuisine avec un casier judiciaire et des compétences parfaites en couteau, le sous-chef qui n'est jamais allé à l'école culinaire mais qui pouvait découper un poisson entier les yeux bandés. Les cuisines de Bourdin étaient remplies d'outsiders, des immigrants, des marginaux, des toxicomanes, des artistes, des personnes qui ne trouvaient pas leur place ailleurs, mais qui trouvaient dans le bruit et la chaleur de la ligne une sorte de rythme, une famille étrange et dysfonctionnelle. Au moment de la sortie du livre, le monde de la gastronomie commençait à évoluer. Les chefs gagnaient en visibilité, mais les discussions autour du travail, de la race et des inégalités restaient encore discrètes. Kitchen Confidential a entrouvert cette porte. Il n'offrait pas de politique, il n'essayait pas de réparer le système, mais il rendait impossible de regarder un restaurant sans se demander qui cuisine votre nourriture, qui nettoie après vous, et qu'a-t-il fallu pour que cette assiette arrive à votre table. En ce sens, Bourdin était plus qu'un écrivain. Il était un traducteur, transformant le chaos de la cuisine en quelque chose que les lecteurs pouvaient non seulement comprendre, mais aussi respecter. Et à mesure que sa carrière s'est développée, il a conservé cette sensibilité. Ses œuvres ultérieures sur No Reservations et Parts Unknown ont porté cette même curiosité brute à l'échelle mondiale, utilisant la nourriture comme un moyen de poser des questions plus profondes sur la culture, la mémoire et le pouvoir. Mais tout a commencé ici, dans ce livre où il se présentait non pas comme une star, mais comme un cuisinier, imparfait, farouchement loyal, profondément humain. Plus de 2 décennies après sa sortie, Kitchen Confidential semble toujours vivant, en partie parce que le monde de la restauration qu'il a exposé n'a pas changé autant qu'on pourrait le penser. Les heures exténuantes, les marges de profit infimes, les hiérarchies tacites, tout cela est toujours présent, tout comme les déséquilibres de pouvoir entre le glamour de la salle et la dureté des cuisines. Mais ce qui a changé, c'est la conversation. Bourdin l'a rendue personnelle. Après lui, les lecteurs ont commencé à regarder au-delà du plat. La nourriture est devenue plus qu'une question de goût. Elle est devenue une fenêtre sur la culture, le travail et la survie. Un moyen de raconter des histoires qui n'étaient pas racontées. Il a également changé ce que signifiait être un écrivain culinaire. Avant Kitchen Confidential, écrire sur la nourriture signifiait souvent proposer des recettes ou des critiques. Après Bourdin, cela signifiait creuser plus profondément, se demander qui en profite, qui est effacé et qui décide de ce qui est considéré comme du bon goût. Et il a rendu acceptable d'aimer la nourriture sans prétention. Tenir un taco de bord de route et une amuse-bouche truffée en la même estime, non pas parce qu'ils étaient égaux en prix ou en présentation, mais parce qu'ils vous disaient quelque chose de vrai sur leur origine. C'est le cadeau que Bourdin nous a laissé, non seulement une exposition de la vie en cuisine, mais aussi un défi de regarder plus en profondeur, de voir chaque repas, non pas seulement comme une consommation, mais comme une chaîne de décisions, de sacrifices et d'histoires. Dans un monde qui a encore tendance à louer l'assiette, tout en ignorant les mains qui l'ont préparée, Kitchen Confidential est plus qu'un mémoire. C'est un rappel, derrière chaque bouchée, il y a un être humain et il a une histoire qui mérite d'être écoutée. Dans le voyage de 100 pas, la joie de la nourriture est imprégnée d'histoire, migration, réinvention et le pouvoir discret de la fusion. Dans Kitchen Confidential, cette joie est aiguisée par le courage, la vérité brute des cuisines et la force brute de l'obsession. Avec celle, une histoire du monde, Mark Kurlansky prend encore plus de recul. Il nous rappelle qu'avant la cuisine, avant les chefs et les critiques, il y avait la survie, il y avait la conservation, il y avait le sel. Le sel n'est pas juste un assaisonnement, c'est une histoire, longue, mondiale et souvent invisible. Et si Bourdin a dévoilé la salle des machines de la cuisine moderne, Kurlansky montre la fondation sur laquelle elle repose. Car cette substance des plus ordinaires, celle qui glisse entre nos doigts sans y penser, a autrefois façonné les frontières des empires, les chemins des routes commerciales et la structure des sociétés. Des civilisations entières se sont élevées et ont prospéré parce qu'elles pouvaient exploiter le sel, et d'autres
ont décliné lorsqu'elles en ont perdu le contrôle. Kurlansky commence avec les premiers témoignages de l'extraction de sel dans la Chine ancienne. Pendant des milliers d'années, les Chinois ont foré des puits de saumure avec des tuyaux en bambou, des merveilles d'ingénierie en avance de plusieurs siècles sur leur temps. Le sel qu'ils récoltaient n'était pas seulement destiné à l'assaisonnement, il était essentiel à la survie. Des gouvernements se sont formés autour de lui, des taxes ont été imposées dessus, et des révoltes ont éclaté en réponse. Le sel a financé des bureaucraties, des armées, des dynasties. Les Romains ont construit des routes pour le transporter. Les soldats étaient payés en sel. Le mot salaire lui-même vient de salarium, l'allocation donnée pour le sel. Et à travers l'Europe, le sel est devenu un symbole de statut. Être assis au-dessus du sel lors d'un banquet signifiait que vous étiez de rang supérieur. En dessous, vous étiez simplement toléré. Mais quand quelque chose devient essentiel, il devient aussi une arme. En France, au XVIIIe siècle, la gabelle, une taxe sur le sel qui pesait lourdement sur les pauvres, a attisé le ressentiment qui a alimenté la Révolution française. Et dans l'Inde du XXe siècle, Gandhi a choisi le sel pour défier la domination impériale britannique. Il connaissait son pouvoir. La marche du sel était simple. Marcher jusqu'à la mer et ramasser ce qui n'aurait jamais dû être taxé. Mais cela a frappé au cœur du contrôle colonial en utilisant quelque chose d'humble pour dénoncer quelque chose d'immense. C'est ce que Kurlansky fait de mieux. Il montre comment quelque chose d'aussi petit, un cristal, un grain, peut porter le poids d'un empire. Le sel n'est pas une histoire linéaire, mais une histoire vaste qui traverse le temps et la géographie avec aisance. Des marais salants du Sénégal au lac Rose de Bolivie, des routes commerciales vikings aux salines des Appalaches, chaque page rappelle que la nourriture n'est jamais juste de la nourriture. C'est l'économie, c'est le travail, c'est la croyance. En Islande, le sel conservait le poisson pendant les longs hivers sombres. Au Japon, il était et est toujours utilisé dans les rituels de purification, jeté pour nettoyer les espaces et éloigner la malchance. En Éthiopie, les blocs de sel faisaient office de monnaie. En Afrique de l'Ouest, ils valaient leur poids en or. Dans le sud des États-Unis, le sel était essentiel pour la conservation de la viande et le travail des esclaves était souvent forcé dans des opérations brutales d'extraction de sel pour répondre à la demande. Kurlansky ne romantise rien de tout cela. Il honore l'ingéniosité, mais ne détourne pas le regard du coût. Le sel a créé des systèmes de pouvoir, mais aussi des systèmes d'exploitation. Contrôler le sel signifiait contrôler la vie. Il était donc taxé, accumulé, échangé et disputé. Il a construit la richesse pour certains et détruit la santé et la liberté pour d'autres. Et puis, presque sans s'en apercevoir, le monde a changé. L'industrialisation a rendu le sel abondant, bon marché, ordinaire. Ce qui autrefois déclenchait des révolutions est maintenant offert gratuitement avec la restauration rapide. Il est versé sans cérémonie, caché dans des collations, dissous dans des aliments qui ne sont même pas vraiment des aliments. Mais autre chose a changé aussi, notre façon de penser le goût. Les livres mentionnés plus tôt dans cet épisode parlent chacun de cette évolution. Les recettes du bonheur montrent comment la cuisine est devenue un pont, au-delà des frontières, au-delà des traumatismes. Kitchen Confidential nous donne un aperçu de cette évolution, la dureté, mais aussi l'art de ceux qui transforment les repas en identité. Et le sel nous rappelle que bien avant l'identité, il y avait la nécessité. Le monde antique ne parlait pas de profil de saveur. Le sel n'était pas une touche finale, c'était une force. Il extrayait l'humidité, permettait la fermentation, permettait à la viande et aux poissons de survivre aux saisons. C'était pratique, impitoyable, une sorte de technologie de conservation sous forme minérale. Et pourtant, Kurlansky nous rappelle aussi que le sel est, à sa manière, magnifique. Il nous relie à travers les continents, à travers les générations, à travers chaque repas jamais cuisiné avec soin. Même aujourd'hui, la récolte traditionnelle du sel survit dans certains coins du monde. Des femmes au Sénégal récoltent les cristaux à la main, des artisans japonais préparent l'eau de mer dans un rituel lent, des chefs expérimentent avec les flocons, la fumée et la mer. Ces pratiques ne sont pas de la nostalgie, elles sont du savoir. Elles rappellent la longue relation entre la nourriture et le lieu, le travail et la terre. Kurlansky relie également le sel à la narration, car la nourriture, après tout, est mémoire. Un hareng conservé n'est pas juste un plat, c'est une histoire, une lignée, une stratégie de survie transmise par des mains qui connaissaient la faim. Un jambon de pays, séché et suspendu, raconte l'histoire des économies rurales et des compétences développées pour répondre aux besoins. Kimchi, anchois, choucroute, feta, cornichons, olives.
Ce ne sont pas seulement des saveurs, ce sont des technologies. Le sel est ce qui les a rendus possibles, et le sel est ce qui les a fait perdurer. Dans un monde qui valorise la nouveauté, de nouvelles saveurs, de nouvelles tendances, de nouvelles façons de manger, le sel nous demande de regarder en arrière. Pas pour s'attarder, mais pour comprendre. Car avant de pouvoir comprendre ce que nous mangeons ou pourquoi nous avons envie de certains goûts, nous devons comprendre ce que la nourriture a signifié. Et cela a signifié endurance, innovation, résistance. Le sel lie tout cela ensemble. C'est le lien entre l'empire et l'appétit, entre les difficultés et le patrimoine, entre le pouvoir et l'assiette. Et c'est pourquoi ce livre a sa place dans cet épisode. Il complète l'arc. Là où The 100-Foot Journey célèbre la fusion et Kitchen Confidential démystifie la cuisine, Salt nous rappelle le coût et l'héritage de la saveur elle-même. Alors, la prochaine fois que vous prenez du sel, faites une pause. Dans vos mains, il n'y a pas seulement un minéral, c'est une carte, un souvenir, une menace qui vous relie à ceux qui vous ont précédés, ceux qui ont marché pour lui, l'ont extrait, l'ont taxé, l'ont échangé. Ceux qui ont préservé ce qu'ils aimaient et ceux qui l'ont transmis grain par grain. Derrière chaque recette se cache un voyage. Certains se mesurent en épices et en sauces, d'autres en cicatrices et en survie. Dans les recettes du bonheur, nous avons vu comment la nourriture devient un pont, non seulement entre les cultures, mais aussi entre le passé et le présent, le chagrin et la croissance. C'est une histoire de comment la saveur peut porter la nostalgie et comment l'acte de cuisiner peut devenir une forme de guérison. Mais la nourriture, comme la famille de Hassan l'apprend, ne concerne jamais seulement le goût, c'est une question d'appartenance ou de recherche de celle-ci. Puis vint Kitchen Confidential et avec lui le mythe du plat parfait, brisé. Bourdin a tiré le rideau pour révéler la chaleur, le travail, le rythme à la limite du chaos en coulisses. Il nous a montré qu'avant que la nourriture ne devienne une expérience, c'est une bataille que de nombreux cuisiniers mènent quotidiennement, en silence, sous des lumières fluorescentes et une pression incessante. Et dans Salt, nous avons encore reculé la caméra. Nous avons examiné le minéral lui-même, celui qui assaisonne toutes les cuisines, celui qui, autrefois, déterminait le destin des empires. Le sel n'a pas été choisi pour sa saveur, mais pour la survie. Avant les restaurants, avant la cuisine fusion ou gastronomique, le sel était notre moyen de conserver la nourriture et la culture en vie. Chaque livre, à sa manière, nous rappelle que la nourriture ne se résume pas au plaisir. C'est une question d'histoire, c'est une question de travail, c'est une question des forces, personnelles et politiques, qui façonnent ce qui se retrouve dans nos assiettes. Alors, la prochaine fois que nous goûterons quelque chose et que nous le trouverons parfait, faisons une pause. Souvenons-nous de la longue chaîne de mains et d'histoires qui l'ont rendu possible. Les migrations et les marchés, la sueur et l'étincelle, le sel qui se cache sous tout cela. Parce que manger, avec réflexion, avec gratitude, c'est reconnaître que nous faisons partie de quelque chose de plus grand. Nous ne faisons pas que consommer la nourriture, nous l'héritons. Merci d'avoir passé du temps avec moi à voyager à travers les cuisines, les histoires et les souvenirs à travers le prisme du récit. Que ce soit le parfum des épices dans The 100-Foot Journey, la chaleur brute de Kitchen Confidential ou la persistance tranquille de Salt, j'espère que quelque chose dans cet épisode vous a marqué et peut-être même changé votre façon de goûter le monde qui vous entoure. Si vous souhaitez perpétuer cet esprit, je vous invite à visiter crestance.com, un espace créé pour les lecteurs réfléchis, les esprits curieux et ceux qui croient que les histoires ont encore de l'importance. Votre soutien là-bas et ici est ce qui maintient Crestance en vie et je vous en suis profondément reconnaissant. Si vous avez apprécié cet épisode, aidez-nous à grandir en aimant la vidéo, en vous abonnant à la chaîne et en partageant vos pensées dans les commentaires. À la prochaine, continuez à lire avec audace, à penser profondément, et que votre prochaine histoire s'élève comme un plat mijoté, riche en souvenirs et fait pour être partagé.